Bonjour, bonjour à tout le monde. Comme on a dû vous le signaler, comme c'est signalé sur le site, je vais vous parler de mon ouvrage Art-thérapie, le souffle du neutre. Alors, le mieux, c'est que vous ayez avec vous le bouquin pour suivre en même temps, parce que vous savez qu'il y a quelques schémas. Mais c'est plus facile à suivre sur les schémas. Donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé de différencier, de mieux préciser la place de l'art-thérapeute par rapport à d'autres professions. Et bien sûr, j'ai dû les différencier parce que, en institution, c'est pas toujours évident de trouver sa place, de bien dire sa place par rapport à d'autres places qui peuvent sentir qu'on marche sur leur plate-bande, qui peuvent se sentir un peu en rivalité, puis vous-même, vous pouvez être mis en porte-à-faux par rapport à une institution qui ne saurait pas trop ce que c'est que l'art-thérapie. Donc, vous voyez, j'ai eu l'impression qu'il fallait, d'ailleurs non seulement pour l'institution, mais pour nous tous, essayer de clarifier un peu plus la place de l'art-thérapeute. Voilà, c'était vraiment mon souci, parce que je trouve franchement que c'est pas toujours évident. Alors, si vous voulez, dans cet ouvrage, je l'ai voulu pédagogique, c'est-à-dire que j'ai utilisé, il y a un côté un petit peu scolaire, mais pas tout à fait quand même, parce que vous verrez les schémas que j'ai utilisés, il y en a qui sont assez marrants. J'ai pris des images un petit peu comiques pour que ça n'ait pas l'air trop non plus trop scientifique. Il ne s'agit pas vraiment de faire un ouvrage qui se voudrait hyper sérieux, hyper carré, mais c'est peut-être comme ça qu'on fait passer les choses qui sont parfois assez délicates. Alors, voilà, cet ouvrage pédagogique, accessible. Et comme je vous le disais, mon intention, ça a été de mieux cerner l'identité professionnelle de l'art-thérapeute en précisant bien son champ d'action. Vous voyez ? Donc il y a le champ d'action et ce qu'on peut appeler l'éthique, c'est-à-dire pas l'éthique au niveau de la morale, mais vraiment l'éthique qui est un ensemble, disons, de conditions, de pratiques, qui organise, qui fait tenir, qui sert de colonne vertébrale, on pourrait dire un peu, et de repère pour cette profession. Donc voilà, j'ai essayé de tenir un petit peu les rênes de ces deux directions. Première direction, je répète, donc bien définir la profession d'art-thérapeute au milieu d'un ensemble de professionnels, et de l'autre, essayer de bien dessiner, en tout cas le mieux possible, les conditions d'exercice, la pratique, l'éthique de la profession. Donc si vous voulez, je vous ai proposé plusieurs schémas, on va essayer de les suivre dans l'ordre. Alors, si vous voulez, l'élément principal de cet ouvrage, c'est ce que j'ai défini comme étant le souffle du neutre. Bon, c'est une expression que je trouve assez poétique, mais vous verrez que ça n'est pas seulement poétique, ça suppose tout un ensemble de conditions initiales, comme on dit, pour qu'éventuellement on puisse toucher quelque chose de l'ordre de cette neutralité, de cette respiration psychique, si vous voulez, un espace psychique qui est lié d'ailleurs à la structure du sujet. Vous voyez, je n'ai rien inventé.
le sujet est tel quel, c'est-à-dire il est ainsi barré. Bon, les lacaniens ont dit, Lacan parle d'une barre sur le sujet qu'il divise. Moi, j'ai essayé de voir comment cette barre, justement, pouvait être plutôt un couloir de respiration psychique, à condition, évidemment, que les conditions soient créées pour qu'il en soit ainsi. Bon. Donc, ce couloir, ce que j'ai défini comme le couloir par lequel pourrait de manière métaphorique passer le souffle du neutre, si vous voulez, il peut se trouver bouché, saturé par deux types de difficultés, donc les difficultés matérielles, qui sont importantes, et les difficultés, on pourrait dire, psychologiques, les difficultés relationnelles, pour être un peu plus large. Donc, si vous voulez, chez le sujet humain, ces difficultés, elles vont tendre souvent à occuper une place extrêmement importante dans la psyché en rétrécissant, en rétrécissant cette part d'inconnu qui est pourtant nécessaire à la plasticité de l'imagination créatrice. C'est-à-dire que sans cet espace, sans ce vide, sans ce souffle, sans cet écart, on pourrait dire, nous aurions une psyché qui, à l'extrême, serait compacte, qui serait figée, mais sans souplesse. Et comme tout ce qui n'est pas souple, eh bien, il y a le risque, évidemment, de fracture, de cassure, qu'on peut voir dans les grandes souffrances psychiques, comme peut-être la schizophrénie, enfin les grandes dépressions, peut-être aussi dans la psychose maniaco-dépressive, où le sujet semble tellement fracturé entre deux parts de lui-même qui ne peuvent pas cohabiter, qui ne peuvent pas se symboliser, qui ne peuvent pas vivre ensemble, et qui finalement vivent, ces deux parts de la psyché se regardent un peu en chien de faïence. Il n'y a pas de communication, vous voyez, bon. Là, bien sûr, on pourrait dire que c'est séparé, mais c'est pas séparé, c'est fracturé. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas un couloir, ça a deux bords. C'est-à-dire qu'un couloir, ça tient ensemble deux opposés. Il y a une circulation, mais en même temps, ça tient. Il y a un passage, et les deux côtés du couloir tiennent ensemble les deux parties qui, sans ça, seraient complètement séparées, s'ignorant l'une l'autre. Voilà. Alors, si vous voulez, maintenant, l'idée, c'est de comment on peut faire pour que ce souffle du neutre, justement, il soit libéré, pas complètement, parce que ça paraît un peu utopique, mais soit libéré de ces entraves qui empêchent la psyché de respirer. Voilà, des obstructions. Donc ça, c'est vraiment la première question qui est traitée dans mon ouvrage, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer et les préciser surtout oui, on peut appeler ça des méthodes, des pratiques qui peuvent permettre que justement ce couloir, ce passage ne soit pas obstrué, ou en tout cas le moins possible. Bon. Donc, c'est à partir de ces réponses, vous voyez, à partir des réponses que je pourrais apporter, au niveau méthodologique, si vous voulez, que dans un second temps, ce qui paraît à peu près normal comme raisonnement, c'est-à-dire que dans un second temps, on pourra mieux définir
l'identité, hein, ce que je pense qu'on peut appeler à juste titre l'identité professionnelle de l'art thérapeute, qui est, comme vous le savez, comme vous avez pu l'expérimenter, comme on l'expérimente tous les jours, qui peut être confondue avec celle d'autres professionnels. Alors, le but ultime de l'ouvrage que j'ai écrit là, Le souffle du neutre, c'est de mieux préciser quels sont les outils qui nous sont propres, qui sont propres à ce métier. Pourquoi j'ai fait cet effort de précision? Parce que ces outils sont souvent les mêmes, sont souvent confondus, sont souvent singés, mimés sur ceux d'autres pratiques, d'autres professionnels que l'art thérapeute. D'ailleurs, dans des institutions, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes parce que parfois tout le monde utilise les mêmes outils et ce qui crée des confusions, bien sûr, non seulement entre les professionnels, au niveau institutionnel et aussi, et alors on pourrait dire, là c'est quand même beaucoup plus incisif, pose des problèmes aussi au niveau des patients. Parce que les patients aiment bien se repérer, comme tout le monde, ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire, où ils sont, comment ça s'appelle, c'est quand même le minimum qu'on leur doit. Bon. Alors, si vous voulez, mon objectif, c'est, bien sûr, ça paraît un peu carré comme ça, mais il y a aussi la dimension de bricolage, hein, c'est-à-dire que pour bricoler, il faut quand même des outils. On ne bricole pas à partir de rien. Vous voyez, donc il y a quand même une souplesse, une pratique du bricolage, mais à partir de repères suffisamment solides, hein, pour pas trop partir dans tous les sens, hein, comme on peut le voir dans certaines pratiques art thérapeutiques où le flou le plus complet règne et pas sûr qu'on puisse revendiquer le fait que cette méthode soit thérapeutique si elle est confuse, voilà. Donc surtout, ce que je veux vous dire quand même, c'est que là, il s'agit de pistes. Hein. Moi, je me suis basé sur mon expérience. Ça fait quand même un paquet d'années que je suis dans le bateau. Donc, connais un peu des choses. Je suis parti de l'expérience. Mais si vous voulez, il ne faut pas que vous en restiez là en disant, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, on va faire comme ça. Non, simplement, sont des fondations qui tiennent à une pratique, qui ne sont pas tombées du ciel. C'est de la formation, je ne suis pas en formation directe avec l'au-delà, je fais la formation sur le terrain, en rencontrant des gens, en échangeant, ça ne se fait pas tout seul, c'est pas sans difficulté, parce qu'on croit toujours qu'on a raison, puis on se retrouve confronté à d'autres. En même temps, c'est toute la richesse de la formation. Hein. C'est ça la formation en fait. C'est être constamment en équilibre instable. Mais quand même, on a 2-3 choses pour se tenir, parce que sinon, ça serait quand même un peu infernal. Hein. Alors, ça veut dire que les pistes que j'ai ouvertes ici, elles gagneront évidemment à être des pistes justement pour qu'on puisse continuer ensemble à travailler, à rechercher. Et aussi, quand on est sur une piste, on ne rencontrera pas que des gens de Profac, on en rencontre d'autres, on rencontre des personnes qui sont au travail. Je dis bien qu'ils sont au travail parce que franchement, l'intérêt c'est de rencontrer des gens qui bossent. Parce que on peut dire de tout ce qui nous passe par la tête sur l'art-thérapie, c'est quand même bien d'en parler quand on est vraiment aux prises avec la pratique, aux prises avec le terrain, parce que sinon ça se structure comme un délire. Vous voyez, c'est un peu comme
si on faisait que des cours théoriques, si avec de la théorie, ça se passe des fois dans certaines universités, mais du coup, le discours universitaire, il se structure comme un délire, parce qu'il est plus accroché à une réalité, donc ça baigne dans l'huile, il n'y a plus d'accro. La réalité clinique, c'est un ensemble d'accros qui sont un peu comme des dos de gendarmes, hein, sur la route, hein, qui sont des ralentisseurs, hein, ça donne des coups dans les pneus, de temps en temps, ça bloque un peu, mais c'est comme ça qu'on bosse. Alors, la première partie du bouquin va consister à proposer une forme, vous le verrez, vous suivrez en même temps sur le bouquin. Ça vous propose une sorte de représentation schématique de la psyché, parce que il faut essayer de se repérer, hein, comme je vous l'ai dit, donc il ne faut pas non plus imaginer la psyché comme un truc carré, comme ça, avec des repères et tout ça, mais pour penser, on est bien obligé de fixer quelques repères. Donc, je l'ai présenté comme ça, mais Freud disait bien, il utilisait le terme complexe, le complexe de ci, de ça, de Nip. Bon, c'est pas pour rien qu'il utilisait ce terme, parce que Freud, quand il s'est occupé de la psychanalyse, il s'est bien rendu compte que les choses étaient, à juste titre, et le mot est bien choisi, étaient complexes. Hein, et quand on pense que c'est facile, il y a bien une chance qu'on dise n'importe quoi. Alors, vous voyez que ces schémas-là, prenez-les vraiment simplement pour des appareils à penser, hein, et pas pour des représentations de la psyché. Sont plutôt des métaphores, hein, d'accord ? Alors, leur objet est de clarifier la position de plusieurs professions, et pour essayer justement de dégager la singularité de celle de l'art thérapeute. Hein ? Donc, fixer des professions et ensuite dégager la place de l'art thérapeute. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce travail quand même me paraît vraiment utile, parce qu'il y a vraiment besoin de clarification dans les institutions qui ne savent pas très bien à quoi s'en tenir, et puis même qui en ont vu des art thérapeutes, mais bon, qui n'ont pas trop compris ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, eux-mêmes ne semblaient pas non plus comprendre trop ce qu'ils faisaient, donc c'était entre des mélanges d'ateliers peinture, ateliers de ci, de mi, mais bon, qui n'étaient pas vraiment définis comme une pratique rigoureuse, sérieuse et professionnelle. Donc d'ailleurs, dans les institutions, il y a beaucoup encore d'institutions qui pensent que l'art thérapeute, il est assimilé à un artiste, à quelqu'un qui conduit un atelier dans son coin, qui est un peu dans l'occupation. Si on en a besoin pour une fête, tout ça, on fera toujours appel à lui pour qu'il nous décore la salle, ou à Noël. Bon, vous voyez, c'est pas très sérieux tout ça. Alors, on va voir le premier schéma, hein, qui va nous aider à préciser l'identité professionnelle de l'art thérapeute, à partir d'un regard historique. Alors, donc vous voyez que je vous montre un peu le schéma. Le schéma, donc vous le verrez, c'est celui qui a ce grand S rouge tout en haut à gauche, puis vous verrez les quatre autres, hein, les trois autres plutôt. Alors, en haut à gauche, vous voyez, avec ces feuilles de laurier, là, avec toutes ces feuilles de laurier, nous avons le sujet qu'on pourrait dire grand S majuscule, qui est vraiment
à l'époque de l'anthropocentrisme, c'est vraiment le sujet, le moi fort qui domine le monde, hein, le temps du moi fort. Et il s'imagine qu'il est au centre du monde, donc au sommet, au pic de la création, et dans une position, hein, ce grand S comme ça, l'humain, dans une position qu'on pourrait dire de toute puissance. Mais historiquement, ça ne va pas durer parce qu'il va y avoir des découvertes, des grandes découvertes historiques qui vont lui prouver que finalement il va falloir qu'il révise sa position. Voilà. Alors, quelles sont ces découvertes? Les découvertes principales, eh bien, vous avez Copernic. Copernic qui va quand même, ça va faire effet de castration parce que il va démontrer que la Terre finalement c'est une poussière dans l'univers, c'est qu'une planète parmi d'autres. Donc déjà le narcissisme du sujet en prend un coup, il est dans l'univers perdu alors qu'il se croyait maître du monde, maître de l'univers. Puis ensuite, vous allez avoir Darwin. Alors Darwin, c'est la même chose, c'est-à-dire que avec sa théorie de l'évolution, il va brouiller les certitudes. Qu'est-ce que c'est l'homme? On ne sait pas trop. Vous voyez, s'il n'est pas arrivé dans la toute-puissance, c'est un produit de l'évolution. On ne sait pas trop quelle allure il avait. On ne va pas trop chercher. Hein, qu'est-ce que c'était avant? Bon, tout ça, bon. Et puis alors, vous avez Freud. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. On pourrait dire que en plus, bon, vous avez Lacan qui va venir derrière, qui va poursuivre ses travaux. Et en gros, tous les deux, finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne cessent de dire? C'est que le sujet n'est pas maître dans sa maison. C'est-à-dire que le sujet humain, même s'il le prétend, il est soumis à plein de choses, et en particulier à son inconscient, qu'il ne peut pas maîtriser. Il a beau prendre un coach, vous voyez, il y a toujours son inconscient qui lui jouera des tours. C'est-à-dire qu'il est castré, on pourrait dire. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la toute-puissance maître de lui. Ça peut lui échapper, comme on dit. Et quand ça lui échappe, il se rend compte que finalement, il n'est pas aussi puissant qu'il en avait l'air. Alors, pourquoi? Parce que, justement, le sujet humain est un par-l'être, comme dit Lacan. Vous voyez, il a collé parle et être, c'est-à-dire que c'est un être de langage et de la pulsion. Vous voyez, ce côté pulsionnel, animal, et puis par-dessus, vous avez le langage. Hein. Et tout ça intriqué, mais tout ça complètement quand même différent, parce que il n'y a pas de commune mesure entre le langage et la pulsion. Vous voyez, par exemple, si on disait le langage, il veut mettre la nature au carré, pratiquement, à part la poésie, mais ça on verra que la poésie c'est autre chose. Mais la nature c'est rond, c'est cyclique, alors vous voyez, c'est la quadrature du cercle, hein, c'est-à-dire que ça ne peut pas coller. Ce qui fera que finalement, le S, on va l'écrire avec une barre. Vous voyez, le S, il va être barré. Hein. Il va être barré, ça veut dire il va être divisé. Vous voyez, avec la barre bleue, là, la barre bleue, pas la barbe bleue, la barre bleue, la barre qui va diviser le sujet, c'est-à-dire qui va faire que le sujet, finalement, il aura une part consciente et une part inconsciente, et en plus le langage lui permettra de s'exprimer de manière approximative, mais en tout cas, il ne permettra pas de dire la vérité, parce que la vérité, il ne la connaît pas. Donc cette barre qui est placée sur le S de sujet va signer finalement que le fait que pour tout sujet, il y a un impossible. Vous voyez, c'est le contraire de la toute-puissance, c'est-à-dire il y a un impossible. Le sujet humain, c'est
est confronté dans sa vie, à partir de sa naissance jusqu'à sa mort, il va être confronté à de l'impossible, ce qui est le contraire de la toute-puissance. Être confronté à de l'impossible, c'est le contraire de la toute-puissance. Donc tout n'est pas possible, tout n'est pas possible à faire, et tout n'est pas possible à dire. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça, un sujet humain qui s'imaginait dans la toute-puissance, et puis tout d'un coup, historiquement, va se rendre compte que tout n'est pas possible, ça va donner la plainte. Voilà. De quoi se plaint le sujet? Il se plaint du fait que tout n'est pas possible. Vous voyez. Il se plaint de quoi? C'est ce qu'on appelle dans la psychanalyse. En psychanalyse, il se plaint de la castration. La castration, c'est cette barre, justement, qui montre que, qui détermine le fait qu'il y a un impossible, qui est lié même au fait qu'il y ait un impossible. Voilà. On appelle ça la castration. Castration, bon. C'est un obstacle. C'est un obstacle qui se met en travers la prétention du sujet à la toute-puissance, vous voyez. Et qu'est-ce qui fait le sujet? Il crie au secours, quelque part, vous voyez, parce que il avait encore, depuis la nuit des temps, on pourrait dire, toujours cette illusion que rien ne pourrait lui résister, qu'il est dans la toute-puissance, et finalement, il se rend compte petit à petit, surtout si on ne l'a pas habitué petit, en lui disant non, en lui posant des limites, et bien il se rend compte que les choses ne sont pas simples, qu'il est toujours embarrassé, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il lui manque toujours un euro pour faire 10 euros, il est toujours, ça va, ça vient, mais c'est jamais parfait. Bon, ça va donner la plainte, et on va avoir des spécialistes de la plainte. Des spécialistes de la plainte, d'ailleurs, qu'on va imaginer dans la toute-puissance, parce que si on savait qu'eux aussi, ils sont comme nous, quelque part on irait moins. Bon. Alors, vous avez plusieurs métiers qui vont se spécialiser dans le recueil de la plainte, et puis la promesse aussi, peut-être, des promesses parfois même un peu folles, on va voir, qui peuvent mettre les gens dans des situations pas possibles, justement. Alors, vous avez le coach, par exemple. Ben voilà, ça, coach sympathique, mais ça peut être quand même assez embêtant, parce que, si vous voulez, face à la réalité que le sujet rencontre, en disant tout n'est pas possible, ben lui, il va lui dire faites ce que je dis, faites ce que je fais, et puis tout vous sera possible. Voilà. C'est un recul. Vous voyez, le sujet commençait à se rendre compte que la vie c'était compliqué, qu'il n'aurait pas tout ce qu'il veut, il commençait à s'apaiser un peu, et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui s'agite devant lui, en sautant dans tous les sens, en disant non, tout est possible, n'aie pas peur, écoute-moi, tu me payes, tu m'écoutes, et puis tu vas voir, il n'y aura plus d'obstacles. Ça, franchement, ça marche sur le coup. Mais le problème, c'est que c'est impossible, le sujet va le retrouver. Inévitablement. Et quelque part, déjà, il aura perdu son argent pour rien. Donc, ça va être, vous voyez, un sens. C'est-à-dire, il y a de l'impossible, on va aller dans l'autre sens, vous allez voir, tout est possible. Bon. On a vu les risques qu'il y a. Bon. On voit d'ailleurs que dans le discours du coach, il y a quelque chose qui se rapproche du discours de la science, qui dit ils s'en foutent, enfin, je ne s'en fous pas, mais vous voulez quelque chose, on va vous le donner. Vous voulez un enfant à 90 ans, vous en faites pas, on va trouver un truc. Bon, vous voyez, il n'y a pas d'impossible. Le problème, c'est que, plus tout paraît possible à la science, plus il tombe sur des problèmes.
C'est-à-dire que plus on avance, plus on recule. Enfin, plus on tombe sur des problèmes de plus en plus compliqués, qui sont la trace, enfin, l'évidence de l'impossibilité de se débarrasser de l'impossible, justement. Voilà. Alors, ça, on a vu les métiers, bon, qui prétendent que finalement, en les écoutant, il n'y aura pas de problème. Alors, vous avez un autre métier qu'on appelle psychanalyste. Alors, psychanalyste, on pourrait dire c'est le contraire du coach. Vous voyez? Là, on avait vu que le coach, là, avec la flèche rouge, vous voyez que le sujet avait la barre, c'est-à-dire il était castré, il avait rencontré ça. Le coach va le pousser de ce côté en disant « redeviens le moi fort, hein, celui qui a les lauriers ». Bon, voilà, pas terrible. Enfin, ça peut même très mal se terminer. Bon. Le psychanalyste, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est même presque tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, ce qui nous fait souffrir, c'est ce reste de croyance dans la toute-puissance. Mais c'est le contraire. Hein? Nous, on dit, on souffre parce que on a des problèmes, on est impuissant à tout résoudre et tout ça. Et la psychanalyse a dit non, le contraire. Vous avez des problèmes parce que c'est chaque fois que vous avez l'illusion que vous êtes tout puissant. Et du coup, la réalité, elle est terrible. Vous voyez, quand on imagine qu'il n'y a pas de castration, la réalité est terrible, ça rend malade, ça rend désespéré, ça fait de la dépression, ça fait plein de choses. Voilà. Vous voyez, le sujet, il avait toujours imaginé qu'il passerait à travers les gouttes, et puis tout d'un coup, non, il se rend compte d'une réalité, et vous voyez, il n'avait pas été prévenu, quelque part. Vous voyez. Et la psychanalyse, c'est ça. Psychanalyse, c'est... ben voilà, comme ça. Mais attention, il faut essayer de se détacher de cette illusion qu'il ne nous arrivera rien, qu'on passera à travers les gouttes, qu'on sera toujours le meilleur, qu'on ne sera jamais malade, vous voyez, c'est bon. Là, vous comprenez bien, j'assiste là-dessus, vous voyez bien que si l'enfant, il n'est pas préparé, s'il n'a pas été un peu castré, comme on dit, quand il était petit, il ne va pas être préparé à la réalité du monde et il va faire des dépressions, en veux-tu, en voilà. Chaque fois qu'il y aura un problème, il va être mal dans sa peau. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas prévenu, on n'y avait pas donné le mode d'emploi. On n'avait pas dit que ça serait difficile. Alors, justement, le contraire, bon, le psychanalyste, contrairement au coach, il va, si vous voulez, permettre au sujet, non pas de vouloir se débarrasser de l'impossible, cette idée d'impossible, mais de créer, de combiner, d'inventer quelque chose avec ce que Lacan appelle le réel, hein, c'est impossible justement. Hein, en inventant des compromis, mais des compromis qui ne sont pas des modèles sociaux. Hein. Lui, la psychanalyse, elle insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de norme. Que le sujet, il s'en sort quand il se trouve sa propre invention à lui. Hein. Pas un truc qu'il a lu dans un bouquin ou autre, c'est que ça lui convient, il s'identifie à son symptôme, comme il dit Lacan, et prend son symptôme comme partenaire, si vous voulez, et puis il s'en plaint pas parce que c'est normal, et il le déplace des fois sur autre chose, parce que c'est quand même mieux des fois de, je sais pas moi, de faire du foot avec une certaine agressivité que de taper sur son entourage ou de s'automutiler. Oui, bon. Donc la psychanalyse l'ouvre plutôt à ça, c'est-à-dire que il n'est pas là pour dire que comptez sur nous, avec nous tout sera possible, non.
c'est un rappel à la réalité, disons, la psychanalyse, c'est un retour à la réalité. Hein. C'est pas un truc dans les nuages, c'est un retour à la réalité. Vous voyez, en ça, l'art-thérapie, c'est proche, c'est vraiment proche. Quand, bon, je dis bien quand on est inspiré par la psychanalyse. Si on est inspiré par les coachs, ça va faire autre chose. Mais l'art-thérapie qui est inspirée par la psychanalyse, justement, elle va pas nier cette division du sujet, vous voyez, mais on va dire qu'on va retourner un peu les choses en disant que cette division, si on la considère un peu comme un couloir, plutôt comme je dis un couloir, bon, je dis un couloir, on va pas s'en plaindre, c'est plutôt une chance. C'est-à-dire que c'est une chance dans la mesure où ce couloir, cette séparation, on peut le prendre comme la source de l'inspiration, de la créativité. Vous voyez ? Au lieu de chougner, d'aller se plaindre, j'y arrive pas, je fais pas ci, je fais pas ça, c'est cet écart qui est jamais complètement fermé, d'ailleurs, et heureusement, qui, si on en profite, si on se décide une bonne fois pour toutes d'arrêter de pleurnicher, et puis de se dire, c'est quand même une source de créativité, eh bien, ce qui était entendu comme obstacle, au contraire, en s'élargissant, vous voyez, va devenir un véritable avantage pour la vitalité psychique du sujet. Bien, alors, on a vu que ce couloir du neutre, hein, il pouvait être saturé, donc j'ai appelé ça le subjectif et l'objectif, hein, je vous en ai déjà parlé. Le subjectif, c'est tout ce qui concerne les relations, hein, les relations de tous ordres. Ça encombre vraiment la respiration psychique. Vous voyez, il y a un côté agréable, c'est sûr, mais bon, tous les soucis relationnels, vous vous rendez compte, l'énergie qu'on y passe et tout ça. Et l'autre, bon, ben, c'est les problèmes matériels, et ça nous prend aussi la tête, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire ça occupe beaucoup de place. Alors, on va voir comment, à partir de ça, l'identité du professionnel, elle peut nous paraître plus claire. Alors, on va voir un petit peu l'art thérapeute par rapport à d'autres professions. Donc, il y a des professions qui se sont spécialisées. Hein, et j'allais dire qu'ils se sont spécialisés du côté de alléger les problèmes objectifs, et d'autres professions alléger les problèmes subjectifs, relationnels. Alors, ces deux types de professions, bon, c'est un peu caricatural parce que des fois ça se chevauche, bon, tout ça. Donc, du côté de la saturation relationnelle, on pourrait dire, hein, vous avez, je les ai marqués là, vous voyez, il y a le psychologue, le psychothérapeute, vous avez encore les conseillers familiaux, enfin tout ça. Tous ces gens-là qui vont essayer de soulager un peu les difficultés relationnelles des gens. Voyez. Et puis, au niveau matériel, vous avez d'autres professions qui vont s'occuper de ça. Eh bien, vous avez, pour tout ce qui est matériel, vous avez les assistants sociaux, hein, qui vont aider les personnes à se sortir des impasses financières, matérielles dans lesquelles ils sont. Vous avez les conseillers en économie sociale et familiale, par exemple, qui vont aider les gens à, à gérer leur budget, à se sortir un peu des difficultés, vous voyez, bon.
Alors, ça, ce sont les professions, vous voyez, qui interviennent des deux côtés, mais souvent assez d'un seul, sans trop articuler les deux. Je voudrais vous montrer que l'art thérapeute, lui, il peut agir sur les deux en même temps, mais dans certaines conditions. Alors, l'art thérapeute, lui, il va essayer, si vous voulez, de soulager le côté relationnel. Alors, comment? Mais d'abord en essayant de ne pas perturber plus le patient qu'il n'est dans son monde relationnel. Alors comment on va faire, nous? On va se mettre au travail, nous, c'est-à-dire qu'on va être en supervision, on va faire une analyse du contre-transfert, pour pas que ça vienne encore compliquer la vie du patient. On va faire des covisions, on va travailler en équipe, ça va faire du tiers. On va introduire aussi ce que j'ai appelé une déquotidiennisation, c'est-à-dire que ce qu'on va proposer ne va pas rassembler à ce qu'on trouve ailleurs. Vous voyez, l'idée c'est que le sujet soit dépaysé. Vous voyez, s'il se retrouve dans un atelier d'art-thérapie, comme il irait à la maison des jeunes ou je sais pas quoi, moi, au centre social, avec Madame Dubreuil qui fait de la peinture avec du vernis et machin, j'ai rien contre, mais rien à voir avec l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est pour introduire une dimension qui est hors champ du connu, de faire attention toujours à donner au caractère, à l'accueil des personnes, ce côté justement qu'on pourrait qualifier d'exotique par rapport à ce qu'on voit de partout, atelier argile, terre, plâtre, bande de plâtre, grillage, tout ce qui s'ensuit. Et une délocalisation des tensions relationnelles, c'est-à-dire que la multiplicité des tensions, si vous voulez, chez le sujet qui est suivi, elle va venir se concentrer dans le transfert. C'est-à-dire, vous voyez, plutôt que ça se disperse et que ça soit vraiment épuisant, il va y avoir une concentration de toutes ces déperditions relationnelles qui va venir se concentrer sur le transfert. Alors ça va être un peu chaud, mais en même temps, j'allais dire, c'est presque plus facile à gérer que la multiplicité des difficultés relationnelles. Alors, sur le plan matériel, c'est pareil. Alors là, moi, je suis pour la dématérialisation du cadre, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, la production, la plupart des gens, ils arrivent parce qu'ils en ont marre de la production, on les fait bosser comme des ânes toute la journée, toujours qu'ils produisent, ils peuvent rien faire sans que ça débouche sur une production. Là, justement, on va lever le pied et la production va être... on va plus être dans le champ de la production. L'exotisme du cadre, j'en ai parlé, c'est très très important pour un effet de dépaysement. Pour tout ce qui est aussi soulagement de l'objectif, vous avez la dimension poétique. La rétention de la signification, c'est-à-dire... il ne s'agit pas du tout d'interpréter, vous voyez pas un art-thérapeute qui va interpréter. Interpréter, ça serait quelque chose qui viendrait bloquer les choses, qui viendrait les figer. Parce que quand on interprète l'histoire, c'est pas tellement qu'on dise que c'est. Voilà, c'est ça que vous avez fait. Non, c'est pas ça qui est embêtant. C'est que ça dit, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que ça supprime, ça coupe des possibilités d'expression. Et souvent, les interprétations, moi j'ai appelé ça l'interprétation. Franchement, les interprétations, c'est pas... C'est plutôt un mieux, on ne peut pas avec ça. Bon.
L'autre chose qui va être importante par rapport aux soucis objectifs de la personne, c'est qu'on sort complètement du champ de l'évaluation. Ça, l'évaluation, la personne, elle connaît ça par cœur à l'extérieur. Il y a le contremaître qui l'évalue, le chef de service, le machin, le truc, bon, ses parents, sa mère, sa mère, bon. Ici, non, on n'évalue pas. Pas d'évaluation. Soulagement, vacances, psychique, vous voyez? Le souffle, du neutre. On arrête avec ces conneries. Bon. Et puis, vous avez aussi, cette idée que c'est le climat général qui va ouvrir ce souffle du neutre, vous voyez, le fait que les relations, l'aspect relationnel va se soulager, l'aspect objectif va se soulager aussi, et là, on va voir une meilleure circulation du souffle du neutre. Voilà, eh bien écoutez, je pense que vous aurez compris, bien sûr, je ne vais pas vous lire complètement le bouquin, ça n'aurait aucun sens, mais il faut bien comprendre que c'est quand cet espace neutre, cette respiration, ce souffle du neutre qui vient s'amoindrir, qu'il est pratiquement réduit à néant, le sujet va se figer dans une forme de répétition douloureuse, et ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'inventer un peu des dispositifs, de penser aussi au cadre de notre exercice, qui doit faire attention de ne pas ressembler à ce qui existe ailleurs. C'est sûr que si on... Vous voyez, il y a des gens qui font peindre des personnes âgées sur la toile cirée de la salle à manger. Bon, après, ils s'étonnent qu'ils mangent de la peinture et un peu des trucs. Il y en a d'autres qui font un atelier d'art-thérapie, on se dirait un atelier de peinture ou d'argile ou de photos, que sais-je, vous voyez. Donc, des choses qui sont vraiment la routine de ce que les gens connaissent ou qu'ils ont connu quand ils étaient en colonie de vacances, ou voilà. Pensez bien aussi que l'ambiance qui va ouvrir à ce souffle du neutre tient beaucoup à nous, c'est-à-dire tient beaucoup à notre état psychique. Vous voyez, si nous-mêmes nous sommes en vacances psychiques, vous voyez, que si on n'est pas perturbé par plein de trucs, de dire oui, est-ce qu'il évolue, qu'est-ce que je lui fais faire, vous voyez, le truc super anxiogène et tout ça qui étouffe au bout d'un moment, mais qu'on laisse tranquille, les vacances, on respire, on sera vraiment efficace. En tout cas, on travaillera dans le sens thérapeutique de l'art-thérapie. Retenez bien ça, c'est que une véritable art-thérapie doit être thérapeutique. Voilà, à bientôt et bon travail.